Bonjour à tous, donc je vais vous parler de mutants et de variants viraux. Et donc déjà quelques généralités sur la variabilité et la diversité virale. Donc les virus sont on en connaît une diversité extrêmement importante, même si on a des trous de connaissances probablement spectaculaires encore. Et en fait, ils ont notamment des acides nucléiques, des génomes de types différents, notamment ARN ou ADN, mais également avec des particularités supplémentaires au niveau de leur génome. Et on sait qu'ils mutent à un taux extrêmement élevé, notamment les virus à ARN, alors notamment par deux mécanismes qui sont les erreurs que font leurs polymérases pour copier leur génome. Donc ça génère des substitutions de nucléotides, des délétions, des insertions, et puis aussi par d'autres mécanismes de réarrangement génomique qui comprennent notamment des recombinaisons. Et donc ça signifie qu'on va avoir donc chez une personne infectée, eh bien au gré de la réplication de ce virus, l'apparition de mutants qui vont dont le taux de mutation va pouvoir être éventuellement accéléré par différentes modifications de l'environnement et avec des pressions de sélection, notamment la réponse immunitaire ou les antiviraux, qui vont pouvoir sélectionner certains de ces mutants au fil du temps. Alors on sait que pour différents virus à ARN, vous voyez SARS-CoV-2 dont on va reparler, Ebola, le virus de la dengue, la grippe, le virus de la rougeole, le virus Zika, qu'on a en fait au cours du temps, quand on regarde les différents génomes réalisés ou les séquences partielles de génomes, eh bien on a un nombre de mutations qui va augmenter avec le temps. Et donc ça pour les virus ARN avec un taux de mutation qui est de l'ordre de 10-5 à 10-3 et qui est plus élevé pour les virus ARN que pour les virus à ADN qui sont donc plus stables dans le temps. Alors ça génère énormément de mutants et de mutations et de mutants, puisque par exemple pour le VIH, il a été mesuré qu'il y avait en général, en moyenne, une mutation par cycle de réplication, et donc il a été mesuré que chez un individu donné, on pouvait avoir chaque jour des mutations qui pouvaient se porter sur toutes les positions du génome qui fait 10 000 nucléotides. Et pour SARS-CoV-2, ça a été également mesuré, donc il a été estimé qu'il y avait entre 100 000 et 100 millions de mutations par personne infectée, et donc ça pouvait générer des mutations potentiellement, statistiquement, à chaque position du génome du SARS-CoV-2. Et donc il y a des représentations qui ont été faites également de la variabilité virale, avec notamment donc des représentations de Wright qui avaient mis en évidence en fait le paysage de la fitness virale des populations de virus, et en représentant ça par des pics et des vallées. Et donc vous voyez en fait une évolution en fait des virus. Donc généralement pour les virus que l'on peut détecter de façon prolongée, donc qui ont une propagation épidémique, voire pandémique, on voyait une tendance à l'augmentation de la fitness, et en revanche, c'était pas linéaire, ça passait éventuellement par des phases où la fitness pouvait être stable ou éventuellement diminuer un petit peu avant de réaugmenter. Donc il y a la notion en fait de dérive génétique qui est un petit peu aléatoire, on va le voir, concerner beaucoup des mutations qui vont être faiblement délétères ou neutres pour les virus. On a d'autres phénomènes qui font appel à l'épistase, donc qui vont mettre en avant des combinaisons de mutations qui vont être propulsé en avant donc dans la fitness par l'une seulement des mutations, tandis que l'autre sera éventuellement neutre ou délétère. Et puis on a des changements d'environnement qui vont être extrêmement importants, notamment le changement d'hôte, donc le passage par exemple d'un réservoir animal à l'humain. Et donc ça génère en fait des mutations à un taux extrêmement important qui sont en très grande majorité des mutations délétères, faiblement délétères, alors non létales, puisque les mutations létales, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les détecter, mais même si on sait qu'elles surviennent, et donc la plupart des mutations vont être délétères ou neutres, et rarement elles vont être bénéfiques pour le virus, donc augmenter
la fitness virale, la capacité réplicative. Et donc on va avoir un effet d'accumulation, et cette accumulation, à un moment ou à un autre, va être associée à l'extinction de la population virale. Et donc encore une fois, si on regarde à l'échelle un petit peu plus macro de ce qui s'est passé pour le SARS-CoV-2, on voit le nombre de mutations qui augmente avec le temps, et on voit représenté par des couleurs les différents variants viraux. Et il y a une notion également pour la virologie extrêmement importante qui est celle des quasi-espèces virales. Donc vous avez trois représentations théoriques. Donc à partir d'un génome viral initial, soit vous avez aucune erreur lors de la polymérisation de la copie pour produire les générations suivantes de virus. Et à ce moment-là, en fait, l'espace mutationnel ou l'espace des séquences va être vide. On va garder un virus inchangé. Vous avez l'autre extrême où vous allez avoir un taux de mutation très très important à toutes les positions, et à ce moment-là vous perdez l'intégrité virale, et vous avez la situation intermédiaire où on va avoir en fait ce qu'on appelle les quasi-espèces, donc une espèce de nuage d'espèces génomiques au sein de la population virale, et donc qui va être centré autour d'une séquence qu'on appelle consensus, mais qui est une séquence en fait virtuelle, puisque finalement la population virale va comprendre des génomes qui vont être différents les uns par rapport aux autres par une ou plusieurs mutations. Alors, donc, la génomique virale et l'étude des séquences à l'IHU, et donc c'est une histoire ancienne, puisque ça fait plus de 30 ans que le premier séquenceur automatique a été acquis par l'IHU et les laboratoires qui l'ont précédé, hein. Et donc à partir du XXIe siècle, il y a eu l'avènement du séquençage de nouvelles générations, et donc l'IHU s'est au fil du temps équipé des différentes technologies disponibles, et donc actuellement on a la technologie Illumina avec plusieurs automates, la technologie Nanopore, et puis très récemment cette année la technologie MGI. Et donc ça a permis donc pour la technologie Sanger d'obtenir des séquences notamment du VIH, des hépatites virales, hein, plus de 50 000 séquences qui correspondent à des séquences génomiques partielles. Et puis par exemple pour d'autres virus comme les virus géants qui ont été découverts par Didier Raoult et Bernard Lascola, eh bien ça a permis d'obtenir plus de 150 génomes de ces nouveaux virus. Alors concernant le VIH, c'est un très bon exemple pour étudier les quasi-espèces virales, puisque ça avait un impact clinique pour la prise en charge thérapeutique. Et donc par exemple, hein, c'est Catherine Tamalet, Noira Yahi et puis Jacques Fantini qui avaient mis en évidence, donc sur une période d'1 an, que l'on pouvait, quand on regardait les électrophorégrammes en technologie Sanger, voir des populations minoritaires au sein de la quasi-espèce virale d'un patient infecté, et donc ces quasi-espèces minoritaires pouvaient être sélectionnées et devenir majoritaires chez un patient lorsqu'il était traité par exemple par la zidovudine. Donc c'était quelque chose qu'il était possible de voir mais pas réellement de quantifier sur la base de la technologie Sanger. Et donc, au cours des environ 20 dernières années, il y a eu beaucoup de patients dont on avait au moins une séquence VIH dans le laboratoire. On a pu suivre donc au cours du temps donc l'évolution de la prévalence des mutations, notamment des mutations associées à la résistance. On a vu augmenter, en fait, passer, vous voyez, de moins de 5% à plus de 25% la proportion des séquences VIH correspondant à des sous-types, donc à des mutants et variants du VIH, avec notamment l'émergence de formes recombinantes. Et puis donc, grâce au traitement actuel, on est arrivé à une situation où 90% des patients traités actuellement ont une charge virale indétectable, et à ce moment-là, il faut aller chercher la forme ADN provirale des virus pour pouvoir la séquencer. Et vous voyez, en fait, c'était très minoritaire en 2001, et c'est devenu le cas dans 80% des cas donc en 2022. Alors, qu'est-ce que ça apporte de pouvoir faire, comme on a commencé à le faire, du séquençage de nouvelles générations pour étudier les quasi-espèces VIH? Eh bien, vous voyez que dans cet exemple, on voit deux quasi-espèces virales qui sont présentes en technologie Sanger sur l'électrophorégramme. Et quand on regarde au niveau des données de séquençage de nouvelles générations, là, on a des raids montrés en exemple par rapport à la séquence consensus.
Donc on retrouve ces quasi-espèces avec des mutants minoritaires, mais par ailleurs on peut les quantifier, donc les compter par rapport à la population totale des virus, et puis on voit de façon plus sensible d'autres mutations que l'on ne voit pas en technologie Sanger, et donc c'est ce que vous voyez à l'échelle donc d'une région un peu grossie. Vous voyez que quand on a une succession de raids plus importante, et on peut aller jusqu'à, par exemple, dans cet exemple, 20 000 raids qui vont supporter une même position nucléotidique du génome VIH, eh bien on voit qu'il y a une grande diversité de la quasi-espèce. Et donc ça, c'est utilisé donc notamment en pratique clinique, et donc en technologie Sanger, on ne va pas pouvoir détecter ce qui représente moins de 20% de la population virale, donc de la quasi-espèce. Alors qu'avec le séquençage de nouvelle génération, eh bien 99% des populations, des sous-populations virales vont pouvoir être détectées. Et donc c'est ce que l'on voit par exemple lorsque pour un patient en technologie Sanger, on ne détecte pas de mutation, alors que quand on fait du séquençage de nouvelle génération, eh bien on détecte la mutation avec une présence, un taux de prévalence de 18,6%. On est en dessous de 20%, donc c'est un exemple où la technologie Sanger n'était pas assez sensible. Alors donc ça c'est un exemple de résultat de technologie NGS qui est produit par un bioinformaticien Jérémy Delers, et on voit qu'on a des taux de prévalence des mutations de 99%. Donc non seulement on peut les détecter, mais on peut les quantifier. Et donc par ailleurs, on peut voir qu'on retrouve la notion de quasi-espèce virale avec certaines mutations qui sont présentes à 99%, d'autres à 40%, d'autres à 11% et d'autres à 1,6%. Donc on voit bien qu'on a une grande diversité au niveau de l'ensemble de la population virale, au niveau des génomes viraux. Donc on a par ailleurs certaines mutations qui sont associées à la résistance, mais qui peuvent correspondre à des mutations signature d'enzymes cellulaires qu'on appelle ApoBec, qui sont capables de faire la déamination. Et donc ces mêmes enzymes cellulaires sont capables de générer, lorsqu'il y a un codon tryptophane dans le génome VIH, de les remplacer par un codon stop. Et à ce moment-là, ça pose la question du fait que est-ce que les virus qui sont présents chez ce patient sont défectifs, puisque donc ces codons stop signifient que les protéines vont être tronquées. Et donc, soit le codon stop est présent seulement dans 50% des populations virales, on sait qu'il y a des virus non défectifs, mais quand on est à ces taux de prévalence, plus de 99%, la question c'est est-ce que finalement ces mutations ne correspondent pas juste à de la déamination, et on se retrouve avec essentiellement du virus défectif sans impact clinique. Alors, ces enzymes ApoBec, elles ont été étudiées donc à l'IHU dans un autre contexte. Donc là, vous voyez que ces enzymes vont faire, comme je vous le disais, la déamination, remplacer des C par des U, et sur le brin complémentaire, ça va conduire à la remplacement d'un G par un A, et donc on passe d'un tryptophane à un codon stop à partir des codons TGG. Et donc ça, c'est un mécanisme naturel, manifestement, qui existe. Donc la question est de savoir est-ce que c'est un mécanisme qui a une vocation antivirale ou non. Toujours est-il que dans le VIH, le virus a été jusqu'à développer un système de contre-mesure. Donc l'une de ces protéines, la protéine VIF, est capable d'interagir avec la protéine ApoBec et donc de la conduire à sa dégradation. Alors, donc dans le laboratoire, on avait étudié cela avec Catherine Tamalet et Didier Raoult, et on avait pu mettre en évidence que certains patients, une population représentant environ 1% de l'ensemble des patients suivis, eh bien, étaient complètement asymptomatiques, ils avaient des taux de CD4 normaux, malgré d'être complètement séropositif VIH sans équivoque. On ne retrouvait jamais de virus infectieux en culture, et toutes nos PCR étaient indétectables, en tout cas celles qui étaient utilisées en diagnostic, et uniquement avec des nombreuses PCR, plusieurs centaines de PCR réalisées donc au laboratoire, on était capable de détecter des bouts de séquence sur l'ADN proviral, et donc ça posait la question de savoir si ces patients n'avaient pas un profil correspondant à une guérison post-infection VIH. Et donc,
ce qui avait pu être mis en évidence. Vous voyez en fait sur ce génome qu'on a représenté ici de façon circulaire, génome VIH d'un des patients, eh bien en bleu vous avez tous les codons tryptophane donc au sein des différents gènes VIH, et à chaque fois que vous voyez du rouge, ça signifie qu'on a eu un remplacement par un codon stop. Donc ça signifie que les protéines produites a été tronquées, que le virus a été complètement défectif chez ces patients. Et on a eu un autre cas où un couple de patients était infecté par un même virus, ce qu'on avait démontré phylogénétiquement, et donc chez l'un des patients, eh bien, on n'avait aucune mutation. Si on avait une petite mutation codon stop que l'on voit ici représentée par du rouge, alors que donc chez sa partenaire, eh bien, on avait beaucoup de rouge, donc beaucoup de codons stop au niveau du génome ADN analysé. Et donc, ce patient-là avait une évolution classique VIH, et ce patient-là était un contrôleur spontané de la réplication virale. Alors donc ça peut se faire, donc on peut utiliser le séquençage de nouvelle génération pour vraiment analyser la prévalence des mutations de façon fine, mais on peut également l'utiliser pour faire du séquençage génomique complet, donc pas seulement avoir une portion du génome, mais avoir le génome complet, et donc c'est ce qu'on a également commencé à faire. On voit donc sur ce graphique, ce qui est représenté par des barres, c'est la diversité génétique, ce qui représente les co-espèces, et on peut à l'échelle du génome complet voir donc la prévalence des mutations, et puis également voir que quand on fait une analyse par similarité, eh bien en fait toutes les zones du génome n'indiquent pas une même classification, et on reviendra sur ce point. Alors, on avait également travaillé sur le virus de l'hépatite B pour mettre en évidence, par exemple, des nouveaux génotypes en faisant du séquençage et en analysant les séquences virales. Et donc, on avait retrouvé un nouveau génotype I qui avait été décrit l'année précédente, et donc qui était le premier cas d'introduction décrite en France. Alors, pour le virus de l'hépatite B, eh bien, c'est un virus relativement atypique. En fait, il s'agit d'un pararétrovirus puisque sa polymérase est en fait une transcriptase inverse et va être capable de faire, comme pour le VIH, une transformation de forme génomique ARN en forme génomique ADN. Et par ailleurs, il existe une forme de persistance du génome chez les patients, même en cas de guérison spontanée, post-infection, qui ne sont pas des éliminations virales, puisqu'en fait on garde, pas de façon intégrée systématiquement, mais on garde une forme de persistance qu'on appelle l'ADN-CCC. Et cette forme de persistance, au décours d'immunodépression sévère, peuvent donner lieu à des réactivations de l'infection par le virus de l'hépatite B. Et donc c'est ce qu'on avait analysé avec René Girolami, qui est hépatologue, et Patrick Borentin. Et donc on avait pu mettre en évidence que dans des cas de réactivation, eh bien on avait une prévalence des mutations dans l'antigène HBS, qui est la cible majeure des anticorps neutralisants du virus de l'hépatite B. On avait une prévalence importante des mutations, significativement plus importante que dans un groupe contrôle de patients qui étaient infectés par l'hépatite B, mais dans un contexte différent d'une réactivation. On mettait en évidence des mutations significativement plus fréquentes chez les patients qui faisaient une réactivation que chez les patients qui n'en faisaient pas, et avec notamment des mutations qui étaient décrites par ailleurs par des tests phénotypiques et in vitro, comme permettant un échappement immunitaire vis-à-vis de la réponse anti-VHB. Et par exemple, on avait pu, à l'échelle d'un patient, avec Valérie Moelle, en transplantation rénale, décrire le cas d'un patient qui avait réactivé son hépatite B post-transplantation, et on avait retrouvé dans la séquence de l'antigène HBS du virus infectant ce patient des mutations associées à l'échappement immunitaire. Et donc, par ailleurs, on a également utilisé le séquençage de nouvelles générations plus récemment pour obtenir des génomes complets. Et donc, à partir d'un patient, on a pu, à partir directement de son centre, de son prélèvement clinique, obtenir les génomes complets du virus de l'hépatite B, mais également d'un autre virus qui co-infectait ce patient, qui est le virus de l'hépatite delta. Et puis, on avait pu décrire des co-espèces également au niveau de l'antigène HBS, par exemple. Tout ce que vous voyez, toutes les barres que vous voyez correspondent à une diversité génétique au sein des populations virales retrouvées dans le sang de ces patients. Alors on a fait bien sûr beaucoup de travaux
donc plus récemment sur le SARS-CoV-2. Et donc dès le premier cas diagnostiqué à l'IHU d'infection par le SARS-CoV-2, donc fin février 2020, eh bien Didier Raoult nous avait fait faire le génome complet. En technologie Illumina et en technologie nanopore, donc dans un délai en nanopore d'une petite dizaine d'heures, et puis ça avait pris un petit peu plus longtemps en technologie Illumina. Et donc on a continué à faire du séquençage génomique, donc avec les technologies Illumina et nanopore, on a obtenu Novaseq qui a permis de passer à des taux d'obtention de génome qui étaient proches de 2600 génomes par semaine. Et donc, ce qui a été observé, c'est qu'après un premier acte, une première phase donc épidémique entre mars et avril-mai 2020 en France, eh bien, en fait, l'incidence avait diminué de façon considérable. On avait quasiment plus de cas. Et puis, on a eu une réaugmentation à partir de juin 2020 du nombre de cas. Donc, ça, c'était quelque chose d'atypique. Et donc, ça a conduit, sous l'impulsion de Didier Raoult, à faire une intensification du séquençage génomique, puisque ça faisait suspecter l'émergence de virus différents génotiquement et donc de mutants et de variants. Et donc vous voyez en fait là c'était les virus qui ont été rencontrés lors de la première phase épidémique et ensuite on a vu émerger donc d'autres épidémies liées chacune à un variant différent. Alors, qu'est-ce qui a été appelé un variant? Donc, il n'y a pas, en dessous de l'espèce, pour les virus, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de critère de définition de taxon. Et donc, ce qui avait été choisi comme critère de définition d'un nouveau variant, c'était le fait que ça reposait sur un jeu d'au moins 5 mutations donc présentes, spécifiques, qui étaient retrouvées dans les génomes SARS-CoV-2 obtenus d'au moins 30 patients. Et donc, vous voyez, par exemple, pour le premier variant, marseillien, tout au long du génome, eh bien, on avait détecté une dizaine de mutations, dont certaines étaient spécifiques de ce variant, donc au moins 5 mutations spécifiques. Donc ça, à partir du moment où on avait les génomes, on mettait en évidence des mutations spécifiques de chacun de ces variants, on était capable de designer des qPCR spécifiques, ce qui permettait d'augmenter encore la prévalence du suivi des variants au sein des cas diagnostiqués. Et donc ça a beaucoup été fait par Marielle Bedotto, et donc avec plus de 50 systèmes de qPCR spécifiques de variants développés. Et donc c'est une stratégie qui a été utilisée en France à partir de 2021. Et donc ça a permis, ces deux stratégies combinées, génomique et qPCR spécifique, eh bien d'avoir tout au long de l'épidémie, en tout cas jusqu'à 2022, et puis on a continué un petit peu après, d'avoir un taux de classification du variant pour chacun des cas diagnostiqués qui dépassait généralement 50%. Alors donc ça a permis d'écrire, vous voyez, représenté par des couleurs différentes, les différents variants, jusqu'à l'histoire récente, avec l'arrivée des variants Omicron. Alors le premier variant qui a été décrit, donc qui a été nommé marseillien, eh bien correspondait à un variant qui a émergé au moment où il y a une réouverture des liaisons maritimes entre le Maghreb et puis Marseille. Et donc c'était pour nous le premier cas en fait finalement d'importation, d'introduction d'un variant d'une zone géographique différente. Et donc vous voyez en fait ici le nombre, chaque point représente un génome Marseille 1 obtenu à partir d'un patient. Et donc vous voyez qu'en fait les premiers génomes obtenus en fait à l'IHU, eh bien c'était chez des patients qui avaient voyagé donc par ces bateaux avec le Maghreb, ou alors des personnes qui travaillaient en fait sur ces bateaux. Et donc en utilisant les génomes, il avait été possible par des analyses phylogénétiques de retrouver les génomes les plus proches et de suspecter que en fait ce Marseille 1 venait probablement du Sénégal ou de Gambie. Alors donc par la suite, on a décrit de nouveau l'introduction d'autres variants donc à partir de zones géographiques différentes, à partir des Comores. Le variant indien, en fait, il a été importé donc à Marseille. Le premier cas qu'on a décrit, c'était chez un marin qui était venu par avion d'Inde pour embarquer à Marseille. On avait également un autre cas chez un voyageur de tourisme qui est allé aux Maldives.
Donc on a eu également un variant qui possiblement était originaire du Cameroun. Vous voyez qu'à chaque fois on décrivait à l'échelle du génome les mutations qui étaient spécifiques de ce nouveau variant. Et grâce à Jacques Fantini, on faisait la structure de la protéine Spike, qui est la cible majeure des anticorps neutralisants. Et puis Bernard Le Scola cultivait ce virus, et puis on aimait bien avoir une photo en microscopie électronique et pas juste avoir une séquence génomique. Donc également le premier variant Omicron, donc les BA1 d'abord, avec le premier cas qui était chez une personne qui avait voyagé en Afrique du Sud. Également le variant Omicron suivant, hein, le BA.2, dont le premier cas a été diagnostiqué chez des voyageurs qui revenaient de Tanzanie. Et donc finalement, on a eu pour ces différents variants, quasiment à chaque fois, des évidences épidémiologiques d'importation de ces nouveaux variants, donc d'un pays hors France, métropolitaine, jusqu'à Marseille. Alors, on a pu également, grâce à la détection des mutations SARS-CoV-2, mettre en évidence des phénomènes de convergence évolutive. Donc là c'était le cas, par exemple, d'une mutation dans la spike, Q677H. Alors, on parle de phénomène de convergence, puisque en fait cette mutation, elle a été retrouvée de façon indépendante dans plusieurs variants différents. Et donc ça signifiait que probablement elle conférait un bénéfice important pour la réplication virale. Et effectivement, c'est ce qui avait été observé dans par d'autres équipes. Hein. On sait qu'elle est située proche du site de clivage de la spike, hein, qui suggère qu'elle pourrait avoir un impact avec l'interaction avec le récepteur ACE2. Et ça a été montré qu'elle augmentait l'infectiosité au niveau phénotypique in vitro, et puis qu'elle réduisait en fait donc la neutralisation par les anticorps neutralisants. Alors on voit donc pour ces différents variants, hein, que l'on voit représentés ici, qu'on a finalement au cours du temps vu une augmentation du nombre de mutations, et c'est ça fait référence à ce que je vous décrivais, ce qui est connu pour les virus ARN, plus largement. Alors, le séquençage génomique, ça a permis également de mettre en évidence des cas de réinfection, d'écrire le premier cas de réinfection en France. Alors, pour parler de réinfection, il fallait parler de patients qui avaient à un moment fait une infection par le SARS-CoV-2, diagnostiqué par QPCR, suivi d'une QPCR négative, et puis ensuite un deuxième épisode avec une QPCR qui était de nouveau positive. Mais au-delà de ça, donc c'est ce que l'on avait eu notamment pour un patient. Premier épisode en avril 2020, deuxième épisode en août 2020, avec une période de 100 jours, avec notamment des QPCR négatives entre ces deux épisodes. Et ce qu'il fallait pour réellement parler de réinfection, c'était mettre en évidence que les deux génomes viraux correspondaient à deux variants différents, et qu'il ne s'agissait pas, comme on va le voir plus tard, d'une possible infection chronique, ce que l'on peut voir chez les personnes sévèrement immunodéprimées. Donc ensuite, les cliniciens, notamment Philippe Brouki, ont fait des études plus larges sur les différents cas de réinfection, de manière à notamment étudier s'il s'agissait d'infections plus sévères, moins sévères ou autant sévères. Et puis donc c'est Philippe Cottrey qui avait continué cela. Et donc ça c'est quelque chose qui était connu chez d'autres coronavirus, qui sont les coronavirus endémiques, eh bien, était décrit dans la littérature déjà qu'ils conféraient une immunité de faible durée, et notamment avec des taux de réinfection qui étaient importants, qui pouvaient dépasser les 10%. Alors, le séquençage et l'analyse génomique des SARS-CoV-2 a également permis de mettre en évidence des recombinants. La recombinaison génétique parmi les virus ARN, c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent. Et donc, on a deux mécanismes principaux qui sont d'une part le fait que la polymérase virale va se détacher de la matrice, donc du brin qu'elle est en train de copier, et se refixer sur une autre matrice. Et donc, ça génère plus généralement des recombinaisons homologues. Et puis, on peut avoir également des phénomènes de cassure, hein, et donc on va avoir plus souvent dans ce contexte-là des recombinaisons non homologues. Mais toujours est-il que c'est connu pour quelque chose de fréquent. Donc ça sous-entend que chez un même patient, on va avoir deux virus différents. Donc par exemple ici un virus vert et un virus bleu qui vont infecter un même patient, mais
au-delà de ça, une même cellule hôte. Et donc, au décours de la réplication de ces deux virus dans une même cellule hôte, on peut avoir des phénomènes de recombinaison et à partir d'un génome parental vert et bleu, eh bien, obtenir des génomes mosaïques recombinants. Alors ça, c'était bien connu dans le VIH. Vous voyez, en fait, on représente par des couleurs l'origine différente des différents fragments de ces génomes. Et donc, par exemple, ce génome-là, c'est celui associé à le deuxième en prévalence parmi les patients infectés par le VIH en France et à Marseille. Et on avait pu, avec Catherine Tamalet, en fait, décrire des nouveaux virus VIH recombinants. Alors, par ailleurs, on avait mis en évidence ça également au niveau clinique, donc chez le virus de l'hépatite C, et puisque historiquement, on faisait du séquençage partiel, et donc soit c'était la région 5' qui était séquencée, soit c'était la région 3', donc soit la région non codante, soit la polymérase. Et donc, à cette époque-là, le traitement de l'hépatite C, c'était interféron pégylé ribavirine, et le génotype était extrêmement déterminant, puisqu'on avait un taux de réponse au traitement qui allait passer du simple au double en fonction du génotype. Or, si on séquençait le génome de certains patients, mais seulement la région 5', on avait un génotype 2, tandis que si on séquençait la polymérase, à l'autre extrémité, on avait un génotype 1, et à ce moment-là, c'était donc un taux de réponse bien plus important que là, et donc c'était pas du tout les mêmes protocoles thérapeutiques. Et donc on voit bien l'importance du mosaïcisme sur l'impact que ça peut avoir en termes de diagnostic. Alors, pour détecter des recombinants, eh bien, déjà, pour qu'ils émergent, il faut qu'il y ait à un moment une co-circulation de deux variants différents. Alors c'est ce qu'on a vu avec le Marseille 4 et le variant alpha, le variant anglais, et puis par la suite avec le différents sous-variants du Omicron. Alors par ailleurs, un élément propice à l'émergence de variants, eh bien, c'était donc à l'émergence de variants recombinants, c'était que certains patients chroniquement infectés par le SARS-CoV-2, du fait d'une immunodépression sévère, eh bien, pouvaient, après une première infection et une persistance virale, se réinfecter, se super-infecter par un deuxième variant. Et donc, on avait décrit des cas, y compris donc, à l'IHU, de persistance virale qui dépassaient largement les 100 jours ou l'année. Et donc, par ailleurs, il fallait être capable de détecter ces recombinants au niveau de l'analyse génomique en bioinformatique. Et donc, si vous prenez des virus dont le génome avait très peu de mutations et qu'on analysait par exemple ces régions-là, on ne pouvait pas voir de recombinants entre ces différents génomes, chacun représenté par une ligne, parce qu'en fait, il n'y a pas de mutations qui permettent de les discriminer. Tandis que quand on est arrivé au Omicron, on avait un grand nombre de mutations tout au long du génome, et on était en capacité de discriminer, pour des régions même courtes, l'origine de ces fragments génomiques. Alors les recombinants SARS-CoV-2, ils ont d'abord été décrits donc sur la base de l'analyse bioinformatique uniquement, sans isoler les recombinants. Et donc au laboratoire, Bernard Lascola et son équipe ont cultivé le premier recombinant qui était un recombinant entre un génome parental Marseille 4 et puis un génome parental alpha. Et vous voyez en fait aussi bien au niveau des prélèvements respiratoires obtenus de façon séquentielle qu'au niveau des sondages de culture, on voyait en fait l'apparition progressive d'un mosaïcisme. Donc les zones vertes, eh bien, sont des zones qui étaient douteuses, dont on ne savait pas très bien dire quelles étaient leur origine. Et puis vous aviez le génome bleu, le génome orange. Et donc on voit bien qu'on a au finish la stabilisation d'un génome mosaïque recombinant avec un peu de génome parental alpha au sein essentiellement d'un background correspondant au génome parental Marseille 4. Donc on voyait bien ça au niveau de l'analyse
l'analyse des mutations qu'on pouvait observer tout au long du génome. Et donc on voyait donc chronologiquement, aussi bien au niveau des prélèvements nasopharyngés qu'en culture virale, eh bien on voyait une apparition d'une diversité au niveau des populations virales plus importante qui se réduisait par la suite. Et donc en phase intermédiaire, on avait un mélange des deux variants qui coexistaient, qui se recombinaient pour créer un génome mosaïque qui devenait en fait prédominant. Alors donc ça signifie que sur le plan de l'analyse phylogénétique, c'était problématique, puisqu'on ne peut pas en fait, en théorie, faire une analyse phylogénétique en considérant des morceaux qui ont des origines différentes. Et donc on le voyait bien sur cet exemple, où si on prenait le génome complet du recombinant mosaïque, eh bien on avait une première représentation de ces séquences virales, donc plus rattachées au variant Marseille 4 qui était majoritaire, mais quand on prenait l'analyse de la spike, qui était un site important de recombinaison, eh bien on avait finalement, on pouvait avoir une classification différente, on retrouvait des fragments des génomes recombinants eh bien, qui matchaient soit davantage avec le variant Marseille 4, soit avec le variant alpha. Donc on a pu par la suite mettre en évidence des recombinants entre le variant delta et les premiers variants Omicron. Et donc vous voyez en fait ce génome mosaïque, un peu de Omicron au sein d'un génome majoritairement delta. À chaque fois, donc, on avait également la culture par l'équipe de Bernard Lascola, et puis la structure qui était réalisée, notamment celle de la spike, par Jacques Fantini, toujours cette notion qu'on ne peut pas faire une analyse phylogénétique en mélangeant des histoires évolutives, et donc on faisait à chaque fois un arbre pour la région correspondant au génome parental A, et un arbre pour la région correspondant au génome parental B. Donc on pouvait voir par des outils comme Simplot ou RDP4, clairement, là cet outil analyse la similarité par rapport à des séquences de référence, donc soit delta, soit omicron, et on voit bien donc l'inversion de similarité au niveau de la spike, et vous voyez qu'on peut localiser les sites de recombinaison en mettant en évidence d'une part des délétions spécifiques du variant delta, et puis des insertions spécifiques d'autre part du variant omicron. Donc on a pu mettre en évidence par la suite également des recombinants entre deux variants Omicron différents. Et vous voyez, donc Jérémy Delers avait commencé à colliger les différents cas de recombinaison qu'on avait, ça devait être en 2023. Et donc c'est ce qu'on a vu émerger chez les patients diagnostiqués ici à l'IHU, mais également en France et dans le monde. Alors cette notion de recombinaison, ça génère du mosaïcisme, et ce mosaïcisme, c'est quelque chose qu'on peut voir à l'échelle de tous les génomes en pratique, et on avait analysé chez les virus géants, et notamment au niveau du génome de mimivirus, si on prend les gènes les uns après les autres, et qu'on fait une classification notamment par similarité BLAST, eh bien on voit que chacun de ces gènes va être le plus proche soit d'un gène d'eucaryote, soit de bactéries, soit de virus, soit d'archée, éventuellement être un orphane. Et donc ça montre le mosaïcisme à l'échelle d'un génome qui est là, donc d'une taille d'environ 1 million de paires de bases. Mais c'est également quelque chose qu'on pouvait voir à l'échelle d'un gène unique, et donc si on découpait ce gène en différents morceaux, et bien en fait en morceaux de 40 acides aminés, et bien on pouvait également retrouver ce mosaïcisme, donc une origine possiblement différente de chacune des régions de ce gène. Et donc ça c'est la notion de rhizome et de mosaïcisme qu'a beaucoup développé Didier Raoult. Alors on a travaillé par ailleurs sur un variant, un des premiers variants qui ont été mis en évidence durant l'été 2020, qui s'appelait le variant Marseille 4A, et qui a été majoritaire et qui est resté un des variants les plus prévalents parmi tous ceux que l'on a pu diagnostiquer à l'IHU. Donc il a émergé dans différentes zones géographiques, mais quand même majoritairement en France, même si on voit par exemple au Danemark, un peu au Royaume-Uni, un peu en Espagne, mais il a été particulièrement prévalent en France et à Marseille. Alors pour ce variant, il y a une possible origine à partir du réservoir animal que sont les visons. Et donc pour ça, en fait, il y avait la notion qu'on savait, donc ça avait été décrit que le SARS-CoV-2 pouvait infecter les visons et passer de l'homme au vison et inversement.
Par ailleurs, il y avait des évidences temporelles, et notamment en France, lorsque l'incidence a réaugmenté durant l'été 2020, à partir de juin, eh bien en fait, elle a réaugmenté à partir de cette zone, qui est une zone géographique où se trouvaient notamment des élevages de visons infectés par le SARS-CoV-2. Et puis il y a des évidences génétiques, puisque lorsque les génomes de ces SARS-CoV-2 de visons ont été disponibles, on s'est aperçu, voilà, c'est le petit point vert, qu'il était le premier génome complètement noyé au milieu des séquences génomiques Marseille 4 qui avaient été obtenues à l'IHU. Et par ailleurs, ensuite, d'autres séquences ont été relarguées pour ces visons et qui montraient la même origine. Alors le variant Marseille 4, c'était intéressant puisqu'il avait il était apparu lors de l'été 2020 et puis il avait disparu début 2021. Mais on voyait une évolution biphasique. Et quand on est allé un petit peu plus dans le détail, on s'est aperçu qu'il y avait en fait deux sous-variants qu'on appelait Marseille 4A puis Marseille 4B pour le rouge. Et le Marseille 4A était lui composé de plein de sous-linéages. Et pour chacun de ces sous-linéages, eh bien on voyait une évolution avec une courbe qui était généralement en cloche, avec une émergence, une augmentation, un pic, et puis une disparition, une extinction. Et on voyait que finalement, le sous-variant Marseille 4B, eh bien, c'est lui qui avait été responsable du rebond épidémique de ce variant Marseille 4. Alors, on avait pu, par ailleurs, mettre en évidence au cours du temps que pour chacun de ces sous-linéages du variant Marseille 4A, du sous-variant Marseille 4A, on avait plutôt une dispersion au niveau génétique avec un nombre de mutations qui augmentait et qui atteignait 7 ou 8 mutations, ce qui se faisait au bout d'environ 4 mois. Et donc au bout de 4 mois, à peu près de 7-8 mutations, eh bien, chacun de ces linéages en fait, disparaissait. Et donc quand on regardait chacun de ces linéages, on voyait des mutations signatures pour chacun de ces sous-linéages et puis pour le variant Marseille 4A. Et donc finalement, on se retrouvait, quand on avait compté les mutations, avec un nombre total de mutations de 1800 et s'apercevait qu'il n'y en avait que quelques-unes, 16 environ, qui étaient dites hyper fertiles, puisqu'elles avaient été à l'origine de l'émergence de chacun de ces sous-linéages ou de ces sous-variants. Et finalement, on trouvait qu'il y avait seulement une mutation sur 250 qui était probablement bénéfique, tandis que les autres étaient délétères. Alors l'autre élément intéressant, ça a été de mettre en évidence qu'on avait parmi ces quelques mutations signatures, des mutations correspondant à des codons stop, c'est-à-dire des mutations qui, pour celles-ci, en plein milieu d'un gène ORF8, allaient générer un codon stop et donc conduire à une protéine tronquée. Alors cette protéine tronquée, c'est la protéine ORF8, c'est une des 9 protéines accessoires du SARS-CoV-2 et en fait c'est une protéine dimérique, donc Jacques Fantini avait fait la structure pour montrer notamment que la protéine tronquée probablement perdait complètement sa fonctionnalité. Alors, quel est le rôle de cette protéine? Elle est appelée accessoire, et en pratique, on ne connaît pas encore très bien son rôle. Il a été suggéré qu'elle puisse être associée à une interaction avec la réponse immunitaire des patients infectés. Elle est très clairement associée à une très forte réponse immunitaire, autant que la protéine Spike. Et puis certains ont suggéré que ça pouvait être un facteur de virulence, donc puisqu'elle était associée dans des tests chez la souris à une augmentation de la pathogénicité. Mais vous allez voir que nous, on a plutôt postulé, suggéré l'inverse. Alors par ailleurs, quand on essayait de regarder ce qui s'était passé au cours de la pandémie, on voyait que certains variants, comme le variant alpha, eh bien en fait étaient également sujets au niveau de leur gène ORF8 à des codons stop, et donc tous les variants alpha eh bien, avaient un codon stop dans leur gène ORF8. Et donc on voyait que ce n'était pas un phénomène général. Et finalement, on avait au moins 2 ou 3 épisodes au cours de la pandémie pour lesquels le variant majoritaire, c'était un variant qui avait un gène ORF8 dégradé. Et donc notamment avec ce variant qui est un recombinant, XBB.1.5, qui est assez récent, qui est devenu prédominant au niveau mondial à un certain moment et qui correspondait à l'enchaînement d'une part d'une recombinaison et deuxièmement à une mutation codon stop observée dans le gène ORF8.
Alors, différents travaux avaient montré que ces codons stop, finalement, ils étaient assez fréquents au sein du gène ORF8, localisés dans différentes régions, et qui pouvaient être également observés dans les SARS-CoV-2 de réservoirs animaux, notamment chez les visons, et également, en fait, d'autres coronavirus pouvaient avoir eu ce même phénomène au décours de leur passage de l'animal à l'homme. Donc quand on avait refait l'étude, on s'était aperçu sur un grand nombre de génomes analysés, plus de 15 millions, que 74%, donc 3/4 des codons au niveau du gène ORF8, eh bien, possédaient dans un des variants ou un autre des codons stop, et donc finalement c'était un phénomène qui pouvait être massif. Et donc finalement, il y a eu des hypothèses que l'on a pu formuler. La première, c'est la notion de use it or lose it, c'est-à-dire que ce gène, manifestement, il était possiblement plus utile pour le SARS-CoV-2 après son adaptation, son passage chez l'homme à partir de l'animal, et donc un gène qui ne sert pas, eh bien, pour un organisme, cet organisme a intérêt à s'en débarrasser parce que ça a un coût, notamment un coût énergétique. Et donc le fait que l'on observait en fait cette protéine tronquée avec probablement une perte finalement de ce gène par sa dégradation, et puis qu'on observait par ailleurs que ce variant Marseille 4, qu'il avait été associé à une pathogénicité particulièrement importante, eh bien ça conférait à la notion de gène de non-virulence, c'est-à-dire le fait qu'une virulence pouvait être conférée par la perte d'un gène, plutôt que de considérer ce que l'on dit généralement, que la virulence peut être liée à l'acquisition d'un gène. Et puis il y avait une deuxième explication, c'était qui pouvait être liée à la théorie de la reine rouge, à la course entre les organismes pour avoir une descendance. Et donc dans cet exemple, on a vu que ORF8 était la cible d'une réponse immunitaire extrêmement importante, et donc ça pouvait avoir un intérêt pour le virus de se débarrasser de cette séquence ORF8 à un moment donné. Voilà, et donc finalement Diderot avait formulé la notion de règle du mistigris, ce concept qui, alors le mistigris c'est un jeu de cartes où le gagnant c'est celui qui va se débarrasser d'une carte qui est soit généralement le valet de trèfle ou le valet de pique, et donc là finalement ça faisait l'analogie avec ce variant Marseille 4 qui finalement avait eu un rebond en termes de propagation et de fertilité au moment où il s'était débarrassé de ce gène ORF8. Alors ça, donc pour revenir également au virus géant, donc ça c'est quelque chose qui avait pu être observé donc dans d'autres organismes. Ça avait été observé notamment chez les bactéries, notamment Shigella, ce qui avait donné lieu historiquement à la notion de gène de non-virulence. Et donc pour Mimivirus, donc le premier virus géant qui avait été découvert, donc ici à la faculté de médecine, eh bien il avait été réalisé des cultures une propagation avec 100 passages au laboratoire in vitro dans des conditions où le virus était seulement en présence de son hôte, l'Acanthamaeba, l'Amoeba Acanthamoeba, donc en l'absence de tout autre microbe. Et ce qui était observé, c'est que finalement, on avait une dégradation plus importante, on avait déjà une perte de 16% du génome au décours de ces 100 passages en culture, et de façon corrélée à la perte de ces gènes, ce qu'on voyait, c'est que les gènes qui étaient perdus étaient majoritairement ceux qui étaient faiblement transcrits au début de la culture. Et donc ça, c'était quelque chose qui était possible de mettre en évidence statistiquement, avec un taux environ 3 fois plus important de gènes dégradés, donc parmi ceux qui étaient peu transcrits ou non transcrits au moment initial de la mise en culture. Et puis, vous voyez, on avait cette corrélation inverse entre l'abondance des transcrits en début de culture et puis le nombre de mutations qui apparaissaient dans ces gènes. Et donc finalement, met en évidence un phénomène lamarckien où on avait donc moins de 5% en fait de dégradation de gènes lorsque le gène était très transcrit initialement, et on avait des taux qui dépassaient 15% dans le temps lors de ces différents passages en culture lorsque le gène était peu transcrit initialement. Et donc finalement dans cet exemple c'était possiblement un changement phénotypique, le fait qu'il y ait une transcription moindre qui avait été à l'origine du changement
changement génotypique, dans ce qui correspondait davantage à un phénomène lamarckien que darwinien. Alors donc on a continué à analyser le rôle possible, en tout cas la description de la fréquence des mutations dans les SARS-CoV-2, et donc là on a pu travailler sur 61 000 génomes et mettre en évidence que l'on avait un faible nombre de mutations hyperfertiles, un nombre de mutations moyennement fertiles qui était plus important, et puis un nombre très prédominant de mutations neutres ou faiblement délétères. Donc ça, on a pu classer les mutations, notamment en hyperfertiles, en regardant la courbe de distribution de fréquence des génomes qui portait donc les 22 000 mutations qu'on a pu mettre en évidence chez l'un ou l'autre de ces 61 000 génomes. Et donc on regardait la courbe de cassure, et on a pu mettre en évidence et parler de mutations hyperfertiles pour 220 mutations qui étaient associées donc à une propagation, une fertilité importante, donc avec au moins 835 génomes en pratique parmi les 61 000 que l'on avait observés. Un autre élément, c'était que ces mutations hyperfertiles, et même celles fertiles, étaient plus fréquentes dans les gènes accessoires que dans les gènes, notamment codants pour les protéines, importantes sur le plan fonctionnel. Donc on parle de gènes informationnels, notamment pour les gènes qui codent pour la polymérase ou les protéases, par exemple. Et donc ce qui était probablement lié au fait que ces gènes sont particulièrement importants pour le processus directement de réplication. Et puis on retrouvait une fréquence importante de codon stop, non seulement au niveau du gène orphite, mais également au niveau donc d'autres gènes qui étaient tous des gènes accessoires, et puis également décrivait des mutations signatures d'Apobeck de la même façon qu'on en trouvait dans le génome VIH. Donc vous voyez à l'échelle du génome, si on regarde les raids qui peuvent être sur quelques exemples seulement sur une profondeur de séquençage de 70 000 environ, on voit que chaque trait de couleur correspond à une mutation, donc on voit bien la diversité importante au sein de la population virale. Et donc ce qu'on avait pu regarder par ailleurs, c'est qu'au sein de cette population virale, on voyait qu'il y avait de la diversité et des mutations qui étaient minoritaires, qui n'étaient pas retrouvées dans les génomes consensus, donc ceux que réellement on analyse et ceux qui sont déposés dans les banques de données internationales. Et donc ces mutations minoritaires, eh bien en fait, étaient possiblement des mutations tueuses qui empêchaient le virus de se répliquer. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas associés à une propagation et qu'on ne les retrouvait pas dans les génomes consensus chez les patients diagnostiqués. Et donc on avait pu mettre en évidence environ 21 mutations, donc sur la base des mutations qu'on retrouvait dans la polymérase virale. Donc Jacques Vantini en avait fait l'analyse structurale, et puis mettre en évidence que certaines de ces mutations, en tout cas pour certaines de ces mutations, eh bien effectivement elles étaient associées à une perte probablement de fonction, en tout cas une diminution de fonction qui pouvait être associée au caractère tueur de ces mutations, et au fait que finalement ça ne pouvait pas permettre la propagation d'un lineage. Et puis, on avait également regardé les mutations Apobeck. Alors, dans les mutations hyperfertiles, on l'a vu tout à l'heure, fertiles et puis celles neutres ou faiblement délétères. Donc, je vous ai dit qu'elles étaient très majoritaires. Et puis également dans ces mutations tueuses. Et ce que l'on a pu mettre en évidence, c'est qu'on retrouvait un taux, des proportions variables, mais quand même du même ordre de grandeur de mutations signature Apobeck parmi toutes les mutations qu'on retrouvait dans les génomes SARS-CoV-2 de ces plus de 60 000 génomes. Et que finalement, bien, la proportion de ces mutations Apobeck était la plus importante dans les mutations hyperfertiles, donc bénéfique manifestement pour le virus, et donc ça allait à l'encontre que Apobeck est une enzyme qui a un effet antiviral systématique. C'est davantage une enzyme qui va déaminer tout simplement, et donc va être soit bénéfique, soit délétère pour le virus. Donc finalement, l'analyse génomique SARS-CoV-2 a permis de mettre en évidence, de détecter et d'observer donc des mutants, des variants, des recombinants, de mieux comprendre, en tout cas décrire les phénomènes épidémiques, de corréler en fait les différents variants à des évolutions cliniques, à des réponses immunes, d'essayer de définir quelles sont des régions qui peuvent être potentiellement d'intérêt pour le développement de vaccins ou de traitements curatifs. Et puis ce sont des
des outils importants pour continuer à suivre donc la performance des outils diagnostiques. Voilà, donc en conclusion, on a une variabilité très élevée, une diversité très importante des virus qui est probablement encore très insuffisamment explorée et connue. Beaucoup de mutations, beaucoup de réarrangements génétiques avec la notion de mosaïcisme, importance très à considérer des quasi-espèces virales. On a des phénomènes biologiques qui semblent généraux, et puis on a besoin bien sûr du séquençage viral génomique pour détecter, décrire et puis mieux comprendre, en tout cas mieux décrire les phénomènes épidémiques. Voilà, je vous remercie.